Merci de nous rejoindre sur L24 News pour votre journal de 19h, l'essentiel de l'actualité internationale et nationale de ce mercredi 16 juillet, juste après les titres. Aucune amélioration vue de la situation à Gaza. L'agression génocidaire sioniste continue d'arracher des dizaines de Palestiniens à la vie. 94 martyrs et 252 blessés sont à déplorer durant les dernières 24 heures. Depuis la Colombie, l'Algérie appelle à la conjugaison des efforts pour parvenir aux solutions exigées en Palestine. Cesser le feu à Gaza d'une part, État palestinien sur les frontières de 67 avec Al-Quds comme capitale d'autre part. La Syrie de nouveau agressée par l'entité sioniste, la capitale Damas frappée en plein cœur des institutions militaires de l'État. Bilan 3 martyrs et une quarantaine de blessés. Et puis, comment rendre le logement plus abordable en Afrique? L'expérience algérienne en la matière comme cas d'étude durant les travaux de l'Assemblée générale de la Banque de développement Shelter Afrique qui statuera demain sur la déclaration d'Alger. Madame, monsieur, bonsoir. La bande de Gaza toujours sous agression sioniste, un génocide qui se poursuit depuis 649 jours. Le bilan global depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi en ce mercredi 16 juillet à 58 573 martyrs et 139 607 blessés. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 94 martyrs et 252 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et ce ne sont pas moins de 81 martyrs qui sont tombés à Gaza depuis les premières heures de la journée, et ce dans différentes zones de l'enclave. Parmi eux, 25 Palestiniens ont été tués à proximité des centres de distribution d'aide. D'autres martyrs ont été signalés durant les dernières heures de la journée, notamment 11 à Bouraïj, plusieurs autres à Nusayrat ou encore 3 à Deir el-Balah. Et le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé que 21 civils palestiniens sont tombés en martyrs, dont 15 par asphyxie suite aux tirs de gaz lacrymogène sur les personnes affamées, ainsi que la bousculade qui s'en est suivie alors qu'ils tentaient tout simplement depuis l'aube d'obtenir des aides humanitaires dans un centre géré par la fondation américaine sioniste GHF dans le sud de la bande de Gaza. Et puis l'autre visage du génocide à Gaza s'appelle ethnocide. L'entité sioniste ne se contente pas d'assassiner des civils palestiniens, elle cherche à effacer toute trace de leur identité, appartenance culturelle à travers tout simplement l'anéantissement du patrimoine culturel palestinien. Sites archéologiques dévastés, monuments réduits en poussière, mosquées, églises et autres musées en amas de pierre. Voici sous vos yeux un énième visage du génocide sioniste à Gaza. L'achèvement de l'identité culturelle ainsi que l'héritage historique et civilisationnel durable de la Palestine est lui aussi dans le viseur de l'usurpateur sioniste. Le message est clair, il s'agit d'une tentative d'instaurer un révisionnisme culturel à Gaza par la violence et la destruction. Environ 80 des sites archéologiques de Gaza ont été ciblés, mosquées, églises, vieux marchés, maisons historiques. Le message est clair, il s'agit d'une tentative d'effacer l'identité historique de Gaza. Cette entreprise de dévastation est l'expression ultime de l'ethnocide qui vient se superposer au génocide commis à Gaza, c'est-à-dire la destruction de l'identité culturelle d'un groupe ethnique.
Nous avons recensé plusieurs cas où l'armée israélienne a délibérément ciblé des sites culturels et archéologiques dans la bande de Gaza. Ces actions visaient apparemment à effacer l'identité et l'histoire palestinienne à Gaza et constituer un outil de génocide pratiqué contre les Palestiniens depuis plus de 21 mois. Selon l'UNESCO, au moins 110 sites archéologiques et culturels ont été endommagés à Gaza depuis le début de l'escalade en octobre 2023. Les experts culturels soulignent que le patrimoine est irremplaçable. Contrairement aux infrastructures, il ne peut être simplement reconstruit, même si de rares voix comme celle de Meha s'élèvent, elles restent malheureusement inaudibles, perdues entre l'écho des tentatives de légitimation des actes et des crimes contre l'humanité commis par l'entité sioniste et le silence impardonnable de la communauté internationale. Et puis représentant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Lounas Bagraman a pris part ce mercredi à Bogota en Colombie aux travaux de la réunion ministérielle d'urgence sur les graves violations du droit international commises par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien. La réunion a été consacrée au dernier développement de l'agression sioniste en cours contre le peuple palestinien dans le contexte des développements dangereux et sans précédent que connaît la cause palestinienne et de la tragédie humanitaire à laquelle est confronté le peuple palestinien. À ce titre, l'Algérie a appelé à l'intensification des efforts internationaux pour mettre fin à l'agression en exigeant un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza et en forçant les autorités d'occupation sionistes à lever les restrictions et les obstacles à l'aide humanitaire. Lors de son allocution, Bagraman a insisté sur la consolidation de la solution à deux États en reconnaissant l'État palestinien indépendant et en relançant le processus politique et en impliquant la communauté internationale dans la formulation et la mise en œuvre d'une initiative sérieuse et garantie qui permette de parvenir à une solution juste garantissant au peuple palestinien l'établissement de son État indépendant et pleinement souverain sur les frontières de 1967 avec Al-Quds comme capitale. Toujours à Bogota et en marge de sa participation à cet événement, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères algérien, Lounas Bagraman, a été reçu par la ministre des Affaires étrangères colombienne, Rosa Yolanda Villavicencio, à l'occasion pour les deux parties de passer en revue les différents aspects des relations algéro-colombiennes et de discuter des moyens de leur donner plus d'élan et de dynamisme, notamment dans le domaine économique, ainsi que d'explorer les perspectives de progrès de partenariat bilatéral en prévision du 5e round des consultations politiques entre les deux pays qui se tiendra en Algérie à la fin du semestre en cours. Je vous en parlais en titre, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, l'entité sioniste ne cesse d'agresser militairement l'ensemble des États souverains indépendants de la région. Ce mercredi, l'armée d'occupation a frappé violemment plusieurs zones de la capitale syrienne Damas, ciblant le ministère de la Défense et le quartier général de l'état-major de l'armée syrienne. Le bilan provisoire de ces attaques fait état pour le moment d'au moins 3 martyrs et 34 blessés. D'autres raids aériens sionistes ont ciblé en fin de journée les zones sud de la ville de Souaïda ainsi que la banlieue de la capitale Damas. Et les États-Unis se sont dit très préoccupés par les frappes sionistes en Syrie et veulent, je cite, que les combats cessent. C'est en effet ce qu'a déclaré mercredi le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a affirmé avoir discuté avec les deux parties. Nous allons travailler sur cette question en ce moment même. Je viens d'avoir un entretien téléphonique avec les parties concernées. Nous sommes très préoccupés par la situation et espérons avoir des nouvelles plus tard dans la journée, mais nous sommes très inquiets. Et dans le même contexte, les autorités syriennes ont annoncé ce mercredi un nouveau cessez-le-feu à Souaïda. Une source du ministère de l'Intérieur citée par l'agence officielle Sana
a en effet annoncé qu'un accord a été conclu pour un cessez-le-feu à Souaïda et le déploiement de barrages de sécurité dans la ville. L'accord prévoit entre autres l'arrêt de toute forme d'attaque contre les forces de sécurité et leurs points de contrôle. Un mécanisme convenu a été mis en place pour réglementer les armes lourdes en coordination avec les autorités syriennes de défense afin d'éliminer les armes échappant au contrôle de l'État. La réintégration complète de Souaïda au sein de l'État syrien, affirmant sa souveraineté totale sur toutes les zones de la province, figurait également à l'ordre du jour. Dans l'actualité nationale, représentant le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil de la Nation Azouz Nasri s'est rendu ce mercredi au niveau de l'ambassade du Nigeria en Algérie, où il a signé le registre de condoléances à la suite de la disparition de l'ancien président nigérian Muhammadu Buhari, enterré hier dans sa ville natale de Douara, dans le nord du pays. Et puis coup d'envoi ce mercredi à Alger des travaux de du 4e comité mixte de coopération algéro-zimbabwéen sous la présidence de la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères algérien chargé des Affaires africaines Selma Berta Mansouri et le secrétaire permanent aux Affaires étrangères et au commerce international du Zimbabwe Albert Chimbandi. Les deux parties ont réaffirmé l'attachement de leur pays à établir un partenariat stratégique fondé sur l'intérêt mutuel et servant les objectifs de développement et d'intégration africaine. Parmi les différents points abordés lors des discussions, la secrétaire d'État algérienne a évoqué lors de ses travaux la création prochaine d'un conseil d'affaires bilatéral susceptible de paver la voie à un ensemble de partenariats et de projets communs dans divers secteurs. L'Algérie considère que les potentialités disponibles entre nos deux pays dans les domaines économiques constituent une base solide susceptible d'être développée selon une vision innovante fondée sur un partenariat exemplaire et stratégique visant l'exploitation des ressources, l'échange d'expertise et la complémentarité des capacités nationales. Dans ce cadre, nous estimons que la création d'un conseil d'affaires conjoint entre les deux pays constitue un instrument clé pour dynamiser les échanges, rapprocher les acteurs économiques et promouvoir le climat d'investissement ainsi que les réformes économiques des deux parties. Leïla Berta Mansouri a par ailleurs réaffirmé l'attachement constant de l'Algérie au renforcement et à l'élargissement de ses relations avec le Zimbabwe. Je tiens à vous réitérer au nom du gouvernement algérien et sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'attachement constant de l'Algérie au renforcement et à l'élargissement de ses relations avec la République sœur du Zimbabwe sur la base de la confiance, du respect mutuel et de la souveraineté nationale. Nous affirmons également que ce comité ne constitue pas un simple cadre bilatéral, mais bien l'expression d'une conviction profonde quant à l'importance de bâtir une coopération africaine efficace, équilibrée et inclusive fondée sur le développement commun et l'intégration continentale. Nous en parlions au titre, les travaux de la 44e Assemblée générale annuaire de Shelter Afrique se poursuivaient ce mercredi à Alger, avec des échanges centrés sur la déclaration d'Alger, document stratégique visant à poser les bases d'une vision continentale en matière de logement abordable sur le continent. Mohamed Ouali Ben Chaban a assisté aux discussions. La table ronde autour de la déclaration d'Alger lors de la 44e Assemblée générale de Shelter Afrique a posé les bases d'une stratégie africaine pour le logement abordable, en mettant l'accent sur l'utilisation des matériaux locaux et l'industrialisation du secteur pour réduire les coûts et répondre à la forte demande. Le thème ce matin aux assemblées de la Banque de développement Shelter Afrique est de discuter avec les partenaires et les différents pays membres des différentes solutions de financement et aussi les réformes nécessaires pour cette chaîne de valeur-là, notamment au niveau des matériaux de construction, pour faciliter l'accès à des matériaux de construction locaux, produits localement et à coût moindre. Donc l'objectif pour nous, c'est de réduire le coût du logement.
Autre axe clé abordé, le financement. Les participants ont insisté sur le rôle central des banques et des institutions financières. Nous avons actuellement en cours la construction d'un projet de 20 000 logements qui est financé en grande partie par la BOAD, la BID, la BADEA et surtout la Caisse nationale de sécurité sociale du Bénin et le gouvernement. Donc vous voyez, la Caisse nationale finance pour au moins 108 milliards de nos ressources. Le financement est également étroitement lié à la question de la domestication de l'industrie des matériaux de construction. En étant capable de produire vos propres matériaux, vous réalisez des économies substantielles. Par ailleurs, l'un des principaux avantages de la réduction du déficit en logement réside dans la capacité à mobiliser vos propres ressources, les ressources humaines, mais aussi les ressources naturelles. L'expérience de l'Algérie, qui a livré près de 1,7 million d'unités entre 2020 et 2024, a servi d'exemple, aux côtés d'initiatives menées dans d'autres pays du continent. Aujourd'hui, nous avons mis en lumière l'expérience unique de l'Algérie dans le domaine de l'habitat. Le pays a relevé une série de défis, notamment à travers les réformes engagées sous l'impulsion du président de la République. On peut citer, entre autres, la nouvelle loi sur l'investissement ainsi que la levée des obstacles rencontrés par les producteurs, investisseurs et opérateurs économiques dans le secteur des matériaux de construction. L'idée aujourd'hui ici, c'était vraiment d'apprendre, on a parlé de plusieurs axes, dont le plus important était comment organiser la gouvernance autour d'avoir une vraie stratégie axée pour mettre en phase toute la partie logement, que ce soit des logements abordables ou toute la politique du logement. Le deuxième axe était sur comment faire en sorte d'avoir des matériaux de construction in-house. En ce qui concerne Djibouti, nous avons déjà fait beaucoup des pas depuis 2015 à travers la politique de la stratégie, la politique de logement depuis 2015. Donc on a accompli énormément de choses pour les logements abordables. Un consensus s'est dégagé sur l'urgence de réformes politiques et juridiques pour lever les obstacles au logement abordable en Afrique. La déclaration d'Alger devrait marquer un tournant dans cette mobilisation continentale. Et l'économie algérienne qui se porte de mieux en mieux sur le plan macroéconomique et en particulier le secteur de l'investissement. Plus 18% pour les IDE en 2024. Le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement portant sur l'investissement mondial pour l'année 2025 fait état d'une augmentation des flux des investissements directs étrangers vers l'Algérie ayant atteint 1,43 milliard de dollars en 2024, soit une hausse de 18% par rapport à 2023 et ce, en dépit des défis mondiaux croissants. Le rapport a mis en valeur les efforts du pays en la matière et même de renforcer son attractivité dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme et des énergies renouvelables, soulignant par ailleurs la position stratégique de l'Algérie qui en fait une plateforme régionale, une porte sur l'Afrique et l'Europe, outre l'amélioration notable de son infrastructure, notamment en ce qui concerne les ports, les projets de transport et de raccordement énergétique, ce qui facilite les exportations et également les importations. Sans transition, lutte contre le narcotrafic, des tentatives d'introduction de plus de 3 quintaux de cuivre traités via les frontières avec le Maroc ont été mises en échec lors d'opérations exécutées par des détachements combinés de l'armée nationale populaire en coordination avec les différents services de sécurité durant la période du 9 au 16 juillet en cours, selon un bilan opérationnel de l'ANP. Et puis la représentante de l'Organisation internationale pour les migrations en Algérie, Lalini Verassabi, a salué les efforts importants consentis par l'Algérie dans la prise en charge des réfugiés, notamment sur le plan médical, et à travers des mesures efficaces permettant à des personnes de différentes nationalités de bénéficier de soins de santé, estimant que l'Algérie constitue un véritable modèle d'humanisme, propos tenus lors d'une rencontre qu'il a réunie avec le ministre de la Santé algérien Abdelhak Saïhi.
Et puis la Grande-Bretagne qui réaffirme son soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui dans une lettre adressée au président de Adala UK, Sidi Ahmed Al-Yeddassi. Le ministre des Affaires étrangères britannique, M. Labi, a réitéré l'attachement du Royaume-Uni à l'ordre international fondé sur des règles et des principes fondamentaux consacrés par la Charte des Nations Unies, notamment le respect du droit à l'autodétermination. La lettre exprimait en outre le soutien du Royaume-Uni aux efforts de médiation en cours menés par l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, sous l'égide, bien entendu, de l'ONU. Et puis, sommet gouvernemental de haut niveau et plusieurs dossiers au menu de la visite du Premier ministre espagnol en Mauritanie ce mercredi. Il a été accueilli à l'aéroport de Nouakchott par le président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Sanchez était accompagné d'une délégation ministérielle de haut niveau pour présider le premier sommet gouvernemental de haut niveau entre les deux pays. Les dossiers comprennent l'examen des relations bilatérales, notamment dans les domaines de la migration, de la sécurité et du développement, ainsi que l'aspect économique à travers le forum d'affaires bilatéral qui se tient à Nouakchott. Afrique toujours, 3 soldats kényans qui patrouillaient sur une route dans l'est du pays ont été tués dans une explosion près de la frontière somalienne, selon une annonce faite hier par l'armée kenyane. La patrouille en question a heurté un engin explosif improvisé sur la route entre Sankuri et Kiunga, une ville côtière à 12 km de la frontière somalienne. Direction l'Europe à présent, l'équation quasi insoluble de la dette publique en France complique la mission du Premier ministre François Bayrou quant au budget 2026. Le gouvernement français prévoit d'importantes coupes dans les dépenses sociales au risque de remettre son propre mandat en jeu, car la carte de la censure est déjà agitée par l'opposition. C'est une malédiction pour les familles, pour les entreprises, et pour un pays, c'est la même chose. Être obligé d'emprunter tous les mois pour payer les retraites ou payer les salaires des fonctionnaires, c'est une malédiction qui n'a pas d'issue. Peu d'argent, donc peu de dépenses. C'est en définitive le résumé du message du gouvernement français à son peuple et au reste de la classe politique. Il faudra se serrer la ceinture, supprimer des jours fériés, geler les retraites et les prestations sociales, un effort national indispensable. Le gouvernement français doit se démener pour réaliser des économies d'un montant de 43,8 milliards de dollars, 4 milliards de plus que le chiffre annoncé précédemment. Un bémol cependant, une fois les économies exigées par l'exécutif mises en place, il manquera encore 15 milliards à l'appel. Pas de réponse pour l'heure du gouvernement concernant ce trou dans le budget prévisionnel. Autre problème d'ordre politique, les oppositions à droite et à gauche se sont empressées de menacer le gouvernement actuel de censure, avant même la fin du discours du Premier ministre. La France insoumise et le Rassemblement national ont déclaré qu'ils censureront le gouvernement Bayrou. Donc nous censurerons ce gouvernement le plus vite possible, et je le redis, ce n'est pas un hasard que, contrairement à beaucoup d'autres années où nous avons terminé le 25 juillet, le 4 août, le 8 août parfois, eh bien ce n'est pas un hasard que nous ne soyons pas en session parlementaire, car François Bayrou avait prévu que la violence et la brutalité de ces annonces ne puissent pas donner lieu à une censure immédiatement. Soumis à la pression politique des oppositions, à la pression économique de la dette, l'exécutif français se retrouve entre le marteau et l'enclume. L'Union européenne trébuche de nouveau sur le dossier de l'agriculture. Des centaines d'agriculteurs européens sont descendus dans les rues de Bruxelles ce mercredi, exigeant un financement accru pour l'agriculture alors que le budget de l'UE proposé a été dévoilé. Le slogan « Pas de budget, pas de PAC, pas d'agriculteurs, pas de sécurité » résonnait devant le bâtiment de la Commission européenne ce mercredi, comme vous pouvez le voir sur ces images. Dans le conflit en Ukraine et alors que les agriculteurs expriment leur colère dans la rue, l'Union européenne toujours
qui annonce cette fois-ci un budget de 100 milliards d'euros consacré à la reconstruction de l'Ukraine. Il s'agit du double de ce qui était prévu auparavant dans le cadre du mécanisme prévu à cet effet. Nous réservons 100 milliards d'euros à l'Ukraine. Vous savez que nous disposons du budget pour la reconstruction de l'Ukraine. Initialement, lors de l'examen à mi-parcours, il était doté de 50 milliards. Ces montants diminuent lentement, mais sûrement. C'est pourquoi nous proposons 100 milliards d'euros pour renflouer à nouveau le mécanisme pour l'Ukraine afin de soutenir la reprise, la résilience et bien sur le processus d'adhésion à l'Union européenne. C'est la fin de ce journal. L'information continue sur notre site internet et nos plateformes digitales. La suite avec l'échiquier international présenté par Leïla Guertal.